Pourquoi quelque chose est beau, pourquoi quelque chose est très beau. Toutes les cultures doivent se parler, les unes piqueront dans les autres. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Quand j'écris des romans, je ne suis pas en train de faire des manifestations. Le livre de la semaine sur Africa numéro 1, présenté par Stéphanie Hartmann. Bonjour à tous, bienvenue dans le livre de la semaine, des propositions de lecture pour aller plus loin dans l'actualité, pour prendre du recul sur le monde. Alors aujourd'hui, nous recevons Mohamed Bougarsar pour son roman Silence du cœur qui vient de paraître aux éditions Présence africaine. Mohamed Bougarsar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors votre premier roman, Terre Sainte, a remporté le prix Amadou Kourouma. Il était question d'une ville sahélienne sous la coupe des islamistes. Silence du cœur se passe dans un village italien où débarquent des jeunes hommes, les ragazzi, des migrants, faute de meilleurs mots. Est-ce que l'actualité et le monde contemporain finalement sont votre matière première ? Pour l'instant, oui. Le monde actuel, je dirais, parce que le mot actualité a sans doute un relent de rumeurs un peu diffuses qui est au fond des choses, alors que le monde actuel, je crois, a un sens beaucoup plus précis, c'est-à-dire ce qui nous entoure, les tensions qui traversent ce monde-là et qui nous touchent peu ou prou. Et pour l'instant, je dois dire que oui, cela m'intéresse, cela me touche, je tente d'y réfléchir pour, comme vous le disiez, prendre un peu de recul sur le monde tel qu'il va, sur le bruit tel qu'il nous parvient souvent, sur les images un peu figées telles qu'on peut les voir un peu partout. Donc oui, le monde actuel, pour l'heure en tout cas. Voilà. Essayer de lui donner un sens, notamment ces soubresauts, c'est ça le but de votre travail un peu ? Non, je ne prétendrai pas lui donner un sens, c'est plutôt questionner son sens, voir un peu où est-ce qu'il se... Qu'est-ce qu'il nous dit de notre condition, qu'est-ce qui fait que finalement, sous de nombreuses latitudes, nous partageons la même condition humaine. Donc c'est un sens plutôt que je tente d'interroger, de chercher, plutôt que de le dire. Alors justement, on parlait de conditions humaines, votre roman est une histoire d'hommes et de femmes, une histoire humaine. Même celui finalement qui est contre l'accueil des migrants dans cette petite ville de Sicile d'Altino a le droit à son humanité quand sont décrites les raisons de sa colère. Dans cette petite ville sicilienne, l'arrivée des réfugiés va pousser chacun à réfléchir à sa propre humanité, du curé au poète. On parle beaucoup dans les journaux, justement on parle d'actualité, de crise des migrants, c'est un peu une expression informe, en tout cas une chose impersonnelle, une politique du chiffre. Est-ce que finalement il s'agissait avec Silence du cœur de réhabiliter l'humanité dans le s'unissement ambiant ? Oui, en tout cas, il fallait, j'ai tenté de la retrouver derrière les chiffres, derrière les images, comme je disais tout à l'heure, celles de réfugiés, de personnes qui arrivent, dont on voit les clichés, parfois un peu figés, et dont on n'arrive pas à imaginer un tout petit peu quelle est leur vie intime. Donc oui, il y a une humanité que je recherchais. Une humanité, pas simplement celle des gens, des personnes qui arrivent, mais aussi celle des personnes qui les reçoivent ou refusent de les recevoir aussi. Je crois qu'il y a là quelque chose, oui, qui est l'humanité dans sa beauté, dans sa bienveillance, mais aussi dans ce que l'humanité peut avoir de plus amer, de plus dur aussi. Tout cela fait partie de l'humanité et je crois que sur cette question-là, il est nécessaire d'être très lucide et puis surtout d'essayer de trouver les mots justes, ceux qui sont le plus en résonance avec les intimités les plus profondes et éviter, oui, tout un ensemble de mots un peu clichés, d'expressions un peu faciles, ossifiées, que l'on entend ici et là, crise des migrants, drame de la Méditerranée, etc. Ce sont des choses, oui, qui sont, je crois, des facilités de langage qui n'éclaircissent rien de la situation, qui ne nous en disent rien. Et je crois que le roman se donne le temps et puis le privilège, l'espace aussi pour aller plus en profondeur, aller sonder chez toutes les personnes qui sont engagées dans cette situation-là, quelle est leur vérité finalement et qu'est-ce que cette situation-là, encore une fois, dit de notre condition humaine. Et même peut-être de l'universalisme, on va y venir tout après. Alors, puisque vous parlez de la forme du roman, vous multipliez un peu
les genres littéraires, je sais pas si c'est exactement ça dans votre roman, mais il y a des extraits de journal intime, des extraits de journaux, il y a un article. Il y a aussi ce passage, celui où Fousseini raconte son voyage, son départ, je crois du Mali d'ailleurs, qui prend la forme d'une pièce de théâtre. Question toute simple, pourquoi cette variété de formes? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Parce que d'abord, ce roman, je l'ai réfléchi très longuement dans un dialogue avec le théâtre. Le mot cœur qui figure sur le titre est un mot du vocabulaire théâtral. C'est le cœur antique alors, Le c'est ça, cœur antique, de la tragédie grecque. La D'accord. tragédie grecque. Et cela sert aussi, lorsque l'on multiplie les genres, en tout cas qu'on les fait fraterniser comme cela contribue aussi à diversifier la ligne d'intrigue. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un récit très linéaire, mais où l'on a aussi plusieurs genres qui ont chacun leur apport précis. En l'occurrence, pour ce qui était du théâtre, du passage théâtral dans le roman, il me servait surtout à introduire des personnages qui n'étaient pas introduits avant, mais qui étaient convoqués de la même manière que dans le théâtre antique, par exemple, on pouvait convoquer des dieux ou des divinités, voilà, on les amène sur scène par le simple fait de les mentionner. Voilà, donc c'était un peu cela, casser la ligne d'intrigue et puis se donner, c'est une ressource, voilà, c'est une ressource littéraire que j'essaie d'exploiter. Comme une pause aussi finalement, le temps semble suspendu. Est-ce que aussi multiplier les genres, et c'est aussi multiplier les points de vue, parce qu'il y a certains paragraphes où vous faites parler vos personnages, vous leur faites dire ce qu'ils ont dans la tête, c'est aussi une façon d'essayer de les comprendre peut-être, voilà. Oui, c'est le mot, tenter de les comprendre, d'abord de leur restituer une singularité, dire que tout le monde ne pense pas de la même manière, c'est presque une banalité de le dire, mais on peut avoir l'impression que sur cette situation précise que l'on voit autour des migrations, on peut avoir l'impression, par exemple, que tous les réfugiés pensent de la même manière, ou qu'ils ont tous le même état d'esprit, alors que non, chacun d'eux a une propre voix, et c'est cette voix-là que j'ai tenté de retrouver. Et puis, je crois que c'est une situation tellement complexe qu'il est nécessaire parfois de déplacer tous les points de vue, de construire aussi donc un roman polyphonique ou choral, faire en sorte que la multiplicité des personnages corresponde aussi chacune à un regard précis sur la situation qui en dise quelque chose de différent. Et ce sont toutes ces différences-là, toutes ces voix agrégées qui tentent peut-être de donner une idée ou un début d'idée sur ce qui se passe. Je dois préciser aussi que ce roman, je l'ai écrit après un voyage que j'ai fait en Sicile. J'allais vous poser la question, effectivement. Voilà, où je suis Vous êtes imprégné des lieux? Oui, je suis imprégné des lieux, de la géographie, des gens que j'ai rencontrés, très divers, qui chacun m'a confié ou qui a dit quelque chose que j'ai essayé de saisir et de creuser dans ce roman-là. Ça donne comme résultat effectivement que cette vérité, en tout cas que la réalité est une sorte de boule à facettes, quoi. Bon, Oui. voilà, rien n'est très ni tout noir ni tout blanc. Alors à un moment, le curé d'Altino parle de cette vieille Europe qui n'est pas à la hauteur, qui finalement cultive. C'est pas exactement ces mots, mais le mot c'est il parle d'humanisme dégénéré. Voilà, cette Europe qui prône les droits de l'homme, mais finalement qui les respecte pas plus que ça. Est-ce que selon vous, l'Europe, ce vieux continent, est encore une source d'espoir, ou faut-il chercher un nouvel humanisme? Et là où je parle d'universalisme qui soit vraiment universel sur d'autres continents? Il me semble que c'est indispensable, que le continent européen réinvente un nouvel humanisme qui serait un humanisme dans un dialogue permanent avec les autres formes d'humanisme qui existent ailleurs dans le monde. Il me semble que aujourd'hui, il y a un modèle qui arrive un tout petit peu à son terme, qui s'essouffle un peu et qui a besoin d'être fécondé de nouveau par autre chose. Et je crois que l'on n'y arrive pas par la fermeture. Je crois que quoi qu'il arrive, il faut essayer de faire face à l'homme qui arrive dans sa grandeur comme dans sa misère, parce que de toutes les manières, quelle que soit l'humanité, c'est ça. Elle peut être belle, mais elle peut être aussi. Mais il faut simplement avoir la lucidité de lui faire face,
dans ce qu'on porte soi-même de beau et de moins beau et tenter le dialogue. Et c'est là qu'un nouvel humanisme naît, c'est là que l'on arrive à réinventer autre chose. Et ce n'est pas du tout, je crois, en martelant des slogans de fermeture, en croyant qu'il n'y a pas une situation dans l'histoire de l'humanité où l'entre-soi a pu produire sur le long terme. Mais est-ce que vous croyez l'Europe encore capable de cette remise en question-là? On voit les élections en Allemagne hier. Oui, Parti d'extrême droite a fait je- son entrée au... Je pense quand même qu'elle en est encore capable pour la simple raison qu'au sein même de cette Europe-là, il y a des voix venues d'ailleurs qui, très fréquemment, disent à cette Europe-là, attention, ne serait-ce que parce qu'il y a, oui, je ne vais pas les appeler des donneurs d'alerte Les ou lanceurs des gens d'alerte, qui tirent oui. l'alarme, etc. Mais je crois que s'il y a une chose qu'il faut reconnaître au continent européen, et si je généralise évidemment, c'est une grande capacité d'autocritique. Et je crois que c'est cette autocritique-là qui permettra, in fine, de développer autre chose. Et oui, ça, j'y crois profondément. Je ne crois pas je crois que c'est la fin d'un modèle tel qu'on l'a connu pendant des siècles, mais C'est pas le déclin, c'est pas la mort? ce n'est pas la mort, c'est peut-être un déclin, mais bon, l'histoire humaine est faite et dialectique. Voilà, il y a eu des phases de déclin qui sont toujours suivies d'autres phases de renouveau. Et je crois que le continent européen arrivera à retrouver une certaine, non pas comme par le passé, une sorte de place centrale, etc., mais arrivera à reconnaître que ailleurs il y a d'autres façons de voir le monde tout aussi légitimes. Alors Et c'est cette justement, sorte d'universel latéral dont parle mon professeur Souleymane Bachir Diagne est possible. Alors justement, on parlait d'ailleurs, moi je pensais beaucoup au continent africain. Il y a les ateliers de la pensée qui sont déroulés il y a quelques temps à Dakar, au Sénégal. Il y aura une nouvelle édition, je crois, bientôt au mois de novembre. De ces ateliers est issu un recueil de textes. Je vais dire de tête, mais c'est écrire l'Afrique et le Penser monde. l'Afrique monde. Penser l'Afrique monde. Merci beaucoup, notamment co-dirigé par Felwine Sarr. Quelle doit être sous quelle forme doit être l'apport du continent africain dans ce nouvel humanisme aussi ou ce nouvel universalisme? Eh bien, je crois que cet apport-là, il se mesure simplement, enfin, on le voit dans la façon qu'ont beaucoup d'Africains de considérer le rapport simplement à l'existence. C'est-à-dire que le simple fait d'exister comme Africain est en soi une singularité qui enrichit le monde pour peu que l'on se donne la peine de la connaître, de ne pas la connaître simplement sous la forme des caricatures, pour peu que l'on se donne la peine aussi de l'interroger. Je crois que le fait simplement d'être aux prises avec une réalité différente est un apport en soi, parce que les moyens matériels, politiques, même existentiels qui sont déployés par des habitants du continent africain sont du génie. C'est un génie, c'est un certain génie au sens que ce mot peut avoir lorsque l'on évoque une simple façon de d'embrasser le réel, de le prendre à bras le corps et d'inventer des solutions qui sont en phase avec ce que l'on a de profond en soi et avec également l'environnement le plus immédiat. Donc ça peut prendre cette forme-là plus banale et puis à un autre niveau qu'essaie d'incarner les ateliers de la pensée, ce sera par une conceptualisation beaucoup plus forte de cette réalité-là quotidienne. Et ça, je crois que ce sont les chercheurs, les artistes qui devront prendre ce volet-là en charge et ça a commencé. Alors d'ailleurs, je précise aussi que vous écrivez dans un recueil de textes qui s'appelle Politisez-vous, oui. Dont l'éditeur m'échappe, mais dont on pourrait parler. United Press, c'est un éditeur qui a été fondé, c'est une édition qui a été fondée au Canada, mais qui est dirigée par une Sénégalaise et qui a demandé à un certain nombre de jeunes d'écrire sur la politique. Le principe, la ligne principale de ce petit recueil de textes-là, simplement de dire aux jeunes Africains que la solution passera aussi
par la politique, mais Au par sens une noble. façon nouvelle, voilà, d'entendre la politique aujourd'hui. On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Mohamed Bougarsar, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre roman, Silence du cœur, paru aux excellentes éditions Présence africaine. À bientôt. Merci beaucoup. C'était le livre de la semaine sur Africa numéro 1, présenté par Stéphanie Hartmann.